Je m'appelle Béatrice Mukamurirwa. Je suis belge d'origine rwandaise. Je suis née au Rwanda en 1956. Et je suis ici en Belgique depuis fin mars 1994. Je venais en fait pour des vacances d'un mois. Je devais donc retourner un mois après au Rwanda. Et quand je fus surprise par le génocide ici au Rwanda, c'est vrai que quand j'ai quitté les choses, la tension était à son comble, je peux dire ça comme ça. Mais je n'avais jamais pensé que ça allait aboutir jusqu'à un génocide. Nous, on s'attendait à un moment donné qu'il allait y avoir une guerre beaucoup plus intensive entre le Front patriotique rwandais, les anciens réfugiés rwandais qui rentraient au pays de force parce qu'ils avaient tout essayé par la diplomatie pour pouvoir rentrer depuis les années 60. Mais le régime en place au Rwanda n'était pas réceptif du tout à ça. Donc nous, on se disait qu'il y aura la guerre entre les deux armées, mais qui ne concernerait que les deux armées, donc les militaires, et éventuellement des personnalités haut placées au Rwanda, qu'ils soient Tutsi, qu'ils soient Hutu. En tout cas, moi, je me disais qu'on allait tous fuir Kigali, parce que dans ma pauvre tête, je me disais que ça s'arrêtera à Kigali, qu'on allait tous, Hutu et Tutsi, fuir les combats ensemble. Je n'aurais jamais, mais alors au grand jamais imaginé que les voisins, les amis de longtemps allaient s'en prendre à les voisins Tutsi et commencer à les couper à la machette. Donc ce qui fait que quand je suis venue, moi je me suis dit je prends des vacances d'un mois et j'avais négocié avec mon frère qui travaillait en dehors de Kigali pour qu'il prenne un congé annuel de 2 semaines après les vacances de Pâques et ainsi ramener mes enfants que j'ai laissés chez lui à Kigali pour qu'ils prennent leur scolarité. Et donc là, une fois ici, le génocide a directement éclaté. C'était maximum 10 jours après mon arrivée. Nous avons tout essayé pour savoir ce qui se passait du côté d'où habitait mon frère, mais comme il n'y avait pas de téléphone, ni fixe, ni mobile, le mobile n'existait pas encore, même ici, je crois. On n'a pas pu avoir de nouvelles jusqu'à la fin des hostilités. L'angoisse alors de vivre sans savoir si ses enfants... c'est vrai, je pensais aussi à ma famille, on avait une grande famille, mais principalement mes enfants, je me mettais à la place de mon frère qui avait 6 enfants à sa charge. Ces 3 enfants, c'était une décision difficile à prendre de se dire qu'on va fuir alors que le danger n'approchait pas encore là à Butare, dans la région de Butare. Mais nous avons tout fait pour trouver des personnes qu'on aurait pu envoyer là sur place pour lui passer un message. Les personnes n'osaient y aller, c'était trop dur dans Kigali, tout le monde avait peur pour sa santé, pour sa sécurité, pour sa famille. Voilà, nous avons attendu jusqu'à la fin du génocide. Mon mari que j'étais venue voir ici, qui faisait ses études ici à l'ICR, à l'Université catholique de Louvain, lui, il est parti au Rwanda pour savoir ce qui était arrivé à mes enfants, à notre famille. Parce qu'en fait, moi, je ne pouvais pas partir, mon visa avait expiré, ce qui fait que si je partais, ça voulait dire que je n'allais pas pouvoir revenir. Donc il est parti, sur place, il n'a pas trouvé ni mes enfants, ni nos enfants. Dans sa propre famille, il n'y avait plus que 3 rescapés, 3 enfants. Dans ma famille, il y avait juste le Benjamin de mon frère, qui avait 18 mois à l'époque, et il l'a ramené ici. Mais alors, de tout ce qu'il a ramené comme information, j'ai retenu que mes enfants n'étaient pas morts là sur place où ils avaient essayé de fuir, de trouver refuge avec les autres Tutsis de la région, mais qu'ils avaient essayé de fuir en regagnant la frontière entre le Rwanda et le Burundi et qu'ils étaient arrivés près de la frontière.
Et alors la dame qui témoignait de cela, elle a dit qu'ils sont tombés en embuscade et qu'ils se sont séparés. Depuis, on n'avait plus de nouvelles. En réfléchissant, je me suis dit, s'ils sont pas morts là-bas, sur place où ils étaient, à Lizar-Songa, c'est tout près de la grande route qui va vers Butare, au sud du pays, s'ils ont pu passer tous les barrages qui étaient entre l'endroit où on perd les traces. Il y en avait plein, presque à chaque kilomètre il y avait des barrages où on tuait les gens aussi. Pour moi, c'est qu'il restait encore une lueur d'espoir, ne serait-ce que de savoir ce qui s'est passé. Ou alors d'en retrouver un, comme on a pu retrouver le Benjamin de mon frère, je me disais, de mes deux nièces, donc ses grandes sœurs, elles étaient moins âgées que mes enfants. En tout cas, il y en avait une de 3 ans. Celui-là, c'est un enfant qui peut se faufiler dans la population, qui peut être ramassé par n'importe quel bienfaiteur. Donc, qui serait quelque part en vie, sans que moi je le sache. Et je me trouvais incapable de dormir, de poursuivre ma vie, mes activités, sans savoir s'il y a eu un survivant ou s'il n'y en a pas. Donc j'ai commencé à parcourir le monde dans tous les sens pour essayer de rencontrer les témoins qui étaient avec mes enfants, que je ne connaisse ou pas. D'ailleurs, la plupart je ne les connaissais pas, afin qu'ils me disent plus d'informations sur ce qui se serait passé. J'avais des photos, j'avais fait des photocopies que je montrais partout où je passais. Donc ce qui fait que j'ai été au Congo de la République démocratique, le Zaïre d'alors. J'ai été à Brazzaville, j'ai été au Canada, j'ai été au Burundi, j'ai été dans plusieurs coins du pays. J'ai suivi les séances Gachacha, des tribunaux Gachacha pour récolter les informations. Mais jusque-là, j'ai encore rien su de ce qui s'est passé. Mais alors, chemin faisant, j'apprenais des nouvelles des enfants qui étaient un peu partout. À Goma, au Nord Kivu, j'ai appris par exemple des employés même de la Croix-Rouge, que dans toute la zone, c'est une grande zone, quand on entend parler du Nord Kivu, je pense que c'est plus grand que la Belgique, que presque dans chaque famille du Congo, il y avait au moins 2 enfants rwandais. Parce que les réfugiés, après le génocide, ils ont fui vers le Congo. Alors une fois sur place, avec toute la misère qu'il y avait, il y a des enfants qui rentraient dans des familles. Chez nous, c'est pas comme ici, c'est toujours ouvert, on rentre, et puis après on reste, personne ne va vous chasser. Mais alors là, ceux qui les ont accueillis, il y en a qui ont pensé à les signaler à la Croix-Rouge, mais la plupart ne l'ont pas fait. La Croix-Rouge était bien conscient qu'il y en avait, mais me disait-il, ils n'ont pas le droit d'aller dans les familles pour revendiquer les enfants. D'abord, sur quelle base ils allaient distinguer les Rwandais et ceux qui ne l'étaient pas. Et malheureusement, la plupart de ces enfants étaient devenus des aides ménagères, faisaient des corvées difficiles, et c'est pour ça que, en général, ces familles voulaient les garder. Et donc, partout où j'allais, j'ai lu aussi les livres des réfugiés rwandais qui ont traversé les forêts du Congo. Donc, j'étais consciente qu'à chaque étape, il y avait des enfants qui restaient. Il y avait des personnes âgées, donc les gens les plus faibles n'ont pas su faire ce trajet du Rwanda il y en a qui sont arrivés jusqu'au Cameroun, donc c'était un travail, une marche épuisante. Donc moi j'étais consciente qu'il y avait encore des enfants en vie. Mais alors là, ce qui m'a permis de passer le cap de la recherche de mes propres enfants à la recherche de tous les enfants rwandais disparus pendant le génocide, c'est quand j'ai appris au Rwanda, c'était en 2010, fin 2010, l'histoire d'une jeune fille qu'on venait de retrouver au Rwanda, alors que son papa était encore en vie. Donc ça faisait presque 17 ans. L'enfant était dans un orphelinat. Son papa, pour lui, l'enfant était déjà décédé. Et j'ai essayé un peu
de faire une comparaison, je ne sais pas si c'est le mot approprié, entre ce que j'ai vécu pendant que je cherchais mes enfants et ce que vivent tous les parents qui n'ont pas de nouvelles du tout de ce que devenaient les enfants. Moi, durant tout le trajet que je faisais, j'ai rencontré des dissuasions, Béatrice, ça ne vaut pas la peine, ils sont tous morts, tu te fais des illusions, peut-être c'est parce que tu n'étais pas ici, mais il n'y a pas moyen d'espérer, il n'y a rien à espérer, ils sont tous morts. C'était tellement oppressant que j'en suis venue à ne plus parler de mes voyages, de mes déplacements. J'en parlais juste à des personnes qui devaient me soutenir pour les billets, les frais de séjour. Et pour les autres, je n'ai jamais plus parlé de ce qui me faisait faire tous ces déplacements. Comme ça, c'est vrai que j'avais une force en moi, mais quand même, quand un te dit ça vaut pas la peine, on finit par se questionner, se dire est-ce que c'est un déni, est-ce que je suis pas normale, tout ça. Alors je me suis dit, peut-être qu'au Rwanda aussi, d'autres parents auraient aimé chercher, mais ils sont en proie à cette dissuasion. Et en plus de ça, la vie au Rwanda est vraiment pénible, surtout après le génocide. Donc le moyen de survie sont... D'abord, tout a été mis à terre, on partait du négatif, je ne vais même pas dire qu'on partait de zéro. Et puis il y a des gens qui en avaient perdu 2 ou 3, mais qui en avaient encore 1 ou 2. C'était pas comme moi qui, franchement, quand je le dis, je me sens cynique envers moi-même, qui est terrible de tout engagement. Je n'avais plus d'enfants dont je devais m'occuper. C'est vrai, il y avait le petit de mon frère, mais je m'en occupais autant que je pouvais. Et puis quand je devais me déplacer, je le confiais à des amis, des Rwandais, des Belges. C'est pas comme moi, quelqu'un qui doit lutter péniblement pour trouver de quoi manger, de quoi nourrir sa famille et tout et tout. Donc je me sens terrible de me consacrer à cette activité. C'est alors que je me suis dit, quand j'ai appris l'histoire de cette famille, que ça serait bien. J'ai senti comme un appel, comme une vocation à rallier tous les parents qui n'ont pas su ce qui s'est passé à ma recherche pour qu'on fasse entendre notre voix. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'association. L'association, j'espérais évidemment, je trouvais que c'était une cause noble, je peux le dire. Donc j'espérais trouver des financements. Je n'en ai pas trouvé ni au Rwanda, ni ici en Belgique. Mais heureusement, ici en Belgique, il y a quand même des personnes qui par empathie, je pense que c'est plus par empathie que par la conviction que je trouverais peut-être mes enfants. Par empathie, on a créé un réseau de soutien où chacun met ce qu'il peut, ce qu'il veut chaque mois, et aussi ce qu'il met ponctuellement. Et c'est ça qui nous permet de continuer à pousser plus fort notre cri de cœur, parce que on n'est pas encore vraiment entré dans la réunification familiale, parce que pour réunir les gens, il faut que d'un côté les parents se manifestent et d'un autre côté les enfants se manifestent, les jeunes maintenant. Et donc on est plus occupé à la sensibilisation à cette problématique. Et heureusement, les gens commencent quand même à comprendre, surtout qu'il y a des personnes qui retrouvent les leurs. Et nous-mêmes, dans notre association, dernièrement, c'était au mois de juillet de l'année passée, il y a une jeune fille pour laquelle nous avons retrouvé sa famille. Et voilà, donc on continue sur la sensibilisation, on essaye de rassembler les personnes, les bénéficiaires qu'on a jusqu'à présent, près d'une centaine pour le moment, pour que mes enfants, l'aîné allait avoir 13 ans en novembre 1994. La seconde, l'aîné, c'était Mudachumuha Alain Fabien. Je profite pour dire non, on ne sait jamais. La seconde
Aline Mbinondebe allait avoir 12 ans en juin 1994. Et la Benjamin venait d'avoir 9 ans en janvier. Mes parents, j'avais une maman. Mon père était décédé, mais j'ai grandi dans la famille de ma mère. J'avais aussi une grand-mère qui, pratiquement, c'est elle qui m'a élevée. J'avais des oncles, j'avais des tantes, j'avais des cousins. Tous ils sont morts. La famille nucléaire, quoi. J'ai encore des cousins, j'ai encore des rescapés cousins, j'ai des neveux par alliance, mais ma famille directe, il n'y a plus personne. Le reste de la famille, il y en a qui sont au Rwanda, il y en a qui sont en Amérique, il y en a qui sont ici. Mais ici, il y en a deux familles, seulement deux familles. En 1960, je pense que c'est arrivé dans le coin où j'habitais en 1960, parce que ça avait commencé au centre du pays en novembre 1959. Je n'avais que 3 ans et quelques, peut-être 4 ans, ça dépend de moi, je ne sais pas. Mais je gardais des vagues souvenirs des maisons qui brûlaient. Les morts, je n'en ai pas vu. Mais je me rappelle bien qu'on avait, tous les Tutsis de la région, on s'était rassemblés chez quelqu'un, un voisin, qui, avec son frère, avait tout fait pour nous protéger. Moi, dans ma mémoire d'enfant, j'en ai gardé un bon souvenir parce que on était ensemble, toute la famille élargie, toutes les connaissances, tous les amis, on était ensemble. Il y avait un crève de lune, je me rappelle, parce qu'on dormait dehors. Il y avait un crève de lune, on nous chantait les berceuses. Je pense que j'étais parmi les plus petits. Donc moi, j'en ai pas gardé quelque chose de dur. La journée, on passait la journée avec les cousins et tous plus âgés que moi. Ils cueillaient des fruits sauvages, j'étais là protégée, on devait d'abord m'en donner avant de prendre. Donc j'ai vraiment pas eu souvenir, j'ai pas eu un mauvais souvenir de cette période de 1959-60, ce qu'ils ont appelé la révolution, et qui a fait qu'il y a eu beaucoup de tous ceux qui sont partis à l'étranger, dont mes propres oncles, qui sont partis aussi à l'étranger. Un des oncles est mort à ce moment, mais je ne l'ai su qu'à l'âge adulte. Donc, les parents faisaient tout pour ne pas nous parler de ces problèmes. Donc, avec la tension qui était quand même palpable pour les personnes âgées, adultes, ils faisaient tout pour ne rien nous dire. D'abord, je pense pour ne pas nous perturber pour rien. Mais je pense surtout de peur que nous, on répète aux voisins ce qu'on aurait entendu et que ça aurait amené à avoir des histoires. Voilà, j'ai commencé l'école primaire. J'ai été jusqu'en 6e année primaire. Là, pour avoir passé le cap de l'école primaire, il fallait faire un examen officiel, un examen d'État. Et c'est le ministère qui triait sur des critères connus seulement par eux-mêmes. Mais je pense que c'était... je pense pas, je suis sûre. Je suis sûre que la consigne était, c'était pas écrit quelque part, hein, mais la consigne était que les Tutsis ne devaient pas aller à l'école secondaire. Donc cette année-là, j'ai doublé, pourtant j'ai toujours été la première de la classe. J'ai doublé. Et alors, après, quand on a dû remplir des fiches qu'on appelait des fiches signalétiques, où on devait mentionner le nom, tout ce qu'on doit mettre, mais aussi l'ethnie. Alors j'ai posé la question à ma grand-mère, qu'est-ce que je vais écrire comme ethnie? Elle m'a dit, tu écris que tu es Hutu. Bon, j'ai écrit ce qu'elle m'a dit. Et d'ailleurs, je me demandais, je ne vivais pas dans ma famille, donc, du côté paternel, je me disais peut-être que ma maman est Tutsi, mais mon père est Hutu. C'est des choses qu'on n'abordait jamais. Alors avec ça, j'ai passé le concours.
C'est vrai qu'à l'époque, les politiciens n'allaient pas jusqu'à tout vérifier. Ils avaient encore confiance que personne n'allait pouvoir mentir. À l'école secondaire, en 1973, il y a eu ce que nous ont appelé événement pour minimiser l'histoire, mais on nous a chassés de l'école. Pas gentiment, il y a des gens qui ont été tabassés, il y a des personnes qui sont mortes, mais pas là où j'étudiais au nord-ouest, tout près du Congo toujours. Et donc de ça, on a beaucoup souffert parce que on est resté longtemps à la campagne, on n'était pas sûr. Moi, je suis restée à la campagne, je n'ai pas voulu quitter le pays. Je savais bien ce qu'avait souffert ma grand-mère avec tout le départ de son fils. Et donc, je ne voulais pas imposer ça à ma famille. Je me suis dit, je reste au besoin. Je retourne à la rue, je vais cultiver comme mes parents, mais je ne voulais pas partir. Finalement, avec le coup d'État, on a rejoint certains ont pu reprendre l'école. Moi, je suis parmi les chanceuses parce que toutes mes cousines ne sont pas retournées à l'école. Mais moi, j'ai dû ma chance à ce que notre directrice était une Belge très engagée, qui servait beaucoup, qui a beaucoup fait pour le pays. Et donc, quand nous avons écrit avec mes cousines des lettres au ministère pour demander notre réintégration, j'ai donné copie à la directrice. Alors, elle a pris la copie, elle est allée au ministère et elle a réclamé qu'on me donne la possibilité d'aller à l'école. Mais la plupart ne sont pas retournés. Jusque-là, on a vécu, j'ai terminé mes humanités, j'avais fait les humanités scientifiques. Le parcours normal, c'était que j'aille à l'université. On m'a refusé la bourse d'études. Nous étions 2 Tutsis dans ma classe. Et nous deux ensemble, on n'a pas eu de bourse d'études. Alors que même la dernière de la classe, à qui on a recommandé de remercier les membres du jury parce qu'on l'a laissé passer, elle a eu la bourse d'études. Là, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à comprendre que finalement, être Tutsi, c'était pas évident dans notre pays. J'ai renouvelé une année après, rien. J'ai renouvelé une année après, rien. Jusqu'à ce que j'ai eu comme information qu'on pouvait s'inscrire à l'université sans être boursier. Alors j'ai essayé de jouer sur ça avec mon oncle, un de mes oncles qui avait le secrétaire général de l'université, c'était son grand ami, il m'a inscrit. Et j'ai fait mes 3 années sans bourse d'études. C'était impensable à l'époque, parce que les gens trouvaient que j'exagérais, que les études que j'avais faites, c'était suffisant, que j'aurais pu laisser comme ça, mais j'ai bénéficié quand même du concours d'amis, oui, les amis de mes parents, mes propres amis, jusqu'à ce que j'ai pu terminer l'université. Et alors là, après les études, évidemment, on va chercher du travail. Mais pour trouver le travail, c'est vrai, il y avait encore relativement le plein emploi, mais toute personne aspirait à un poste qui lui fasse gagner un peu plus que ce qu'on payait dans les institutions publiques. Bon, j'ai essayé. D'abord, mon ex-mari avant moi, il a terminé avant moi. Il a fait le tour de toutes les institutions para-étatiques ou même privées. Jusqu'à un jour, un ami lui a reporté ce qu'on avait dit. Le secrétaire de la Banque nationale, là où il avait déposé sa candidature, c'est tombé. Ce jeune homme qui a terminé avec distinction, pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué ses études pour avoir la licence? Est-ce qu'il ne serait pas Tutsi? Alors son interlocuteur lui dit, oui, il est Tutsi. Et l'autre était vraiment complètement retourné. Mais c'est Tutsi, quand est-ce qu'ils vont comprendre? Il a eu la chance d'étudier, maintenant il veut qu'on lui donne du travail. Ce genre de réaction. Voilà, donc même pour le travail, on devait se contenter de ce que nous offraient
l'État, les institutions publiques, il y avait encore manque de main-d'œuvre. Et voilà, mais moi, j'ai fini par passer entre les mailles du filet. J'ai eu un bon poste auprès d'un investisseur privé qui était Tutsi. Mais là aussi, pour avoir ce qu'ils appelaient fiches de placement, ils avaient vraiment pris toutes les précautions nécessaires pour nous mettre en marge de la société. Donc, ils avaient inventé ce qu'ils ont appelé des fiches de placement, ce qui fait que chaque employé dans le secteur privé ne pouvait pas embaucher quelqu'un sans avoir cette fiche de placement qu'il devait avoir auprès du ministère de la fonction publique. Le dit ministère devait vérifier tout, le parcours universitaire, scolaire et tout, mais surtout l'ethnie. Alors quand c'était un Tutsi, souvent on refusait en disant que le quota était déjà dépassé. Il y avait donc un quota de Tutsi qui devait travailler ici, il y avait un quota de Tutsi qui devait étudier, il y avait un quota... et le comble de tout ça, hein, pour les études, quand ça a commencé, cet équilibre ethnique et régional, j'ai pas vérifié, mais c'est fort plausible. Pour remplir le quota de Tutsi, on faisait passer ceux qui avaient peu de chances de continuer l'école secondaire parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de connaissances. Donc, plutôt que de mettre ceux qui avaient les premiers points, là, on ne les retenait pas, on retenait ceux qui, pour eux, c'était sûr qu'une fois passé la barrière, ils allaient de toute façon échouer les écoles secondaires. Et voilà, donc là, on vivait cette réalité, nous l'avions quasi acceptée. Tant qu'on ne nous tuait pas, tant qu'on... Je sais pas comment le dire, mais c'était comme une mort psychique, une mort... on avait accepté d'être des sans-droits dans notre pays. Les tensions sont revenues quand les Front patriotique a attaqué le pays pour revendiquer le droit de rentrer chez eux. C'est alors là, depuis 90, il y a eu des tueries, il y a eu des menaces, il y a eu... Mais début 91, les choses se sont calmées. La plupart des voisins Tutsis, au début, ils avaient cru réellement à la propagande que lançait le public, que nous, on était de connivence avec les assaillants, que nous avions des armes dans nos maisons, que au moindre coup, au moindre geste, nous risquions de les tuer. Donc la plupart avaient vraiment cru que c'était ça. Mais ils ont fini par voir, comprendre au fur et à mesure que c'était vraiment une intoxication. Et la plupart étaient revenus à la normale, on avait commencé à vivre ensemble là. Je parle de l'époque de 90 à 94. Ce qui fait que moi je me disais, bon, ils ont compris, ils savent bien que nous, on n'a rien à voir avec le conflit, on est des voisins avec eux, on a toujours habité côte à côte, on a toujours tout partagé. Donc on ne s'imaginait pas qu'à un moment donné, ils allaient se lever de bon matin, prendre les machettes et commencer à tuer enfants, vieillards. Point de vue religion, la religion de nos ancêtres était la même pour toutes les ethnies. Il y a aussi une troisième ethnie dont on parle très peu, les Tois de race comment on dit ça? C'est des descendants des Pygmées. On en parle très peu, ils étaient moins nombreux, et puis ils changent facilement de cap. Donc, la religion était la même, que ce soit pour les Hutus, que ce soit pour les Tutsis, que ce soit pour les Tois. La langue, c'était la même pour tout le monde, et tout le monde parlait Kinyarwanda du sud au nord, avec quelques dialectes, mais on se comprend du sud au nord, donc il n'y a vraiment pratiquement pas de différence. Je n'ai jamais vécu au Rwanda depuis 1994.
J'y vais de temps en temps pour des missions aussi prenantes que ce qui m'amène là. Au début, c'était pour la recherche de mes enfants. Ce que je sais maintenant, c'est des échos à partir des médias, c'est tout, YouTube et tout ça. Je pense personnellement que les Hutus n'ont jamais accepté de perdre leur pouvoir. Bon, il y a une forte opposition à l'extérieur, mais sur la gestion du pays, je vois ce qu'on peut voir à l'Éunion, voir un développement économique. Il y en a qui parlent des problèmes à la campagne, donc de famine et tout ça. Je n'ai plus personne pour à la campagne, donc je suis pratiquement devenue comme une étrangère dans mon pays. Donc là, je ne sais pas vraiment donner un point de vue, une opinion. Je me donne même pas la peine de me formuler une opinion sur ce qui se passe, sur comment ça se vit. Je me dis, j'ai mes propres soucis, si j'arrive déjà à tirer au clair de cette histoire de disparition et de mes enfants, de mes nièces et de tous les disparus du Rwanda. Là, ça serait déjà, je me dirais chapeau à moi-même. Quant à ce qui s'est passé du temps où j'étais encore au pays, en y réfléchissant, surtout en arrivant ici en Belgique, je fus choquée un jour. Le roi était allé en Flandre, c'était la fête nationale de la Flandre. Il semblerait qu'il avait chantonné l'hymne flamande. On a vu les lèvres bouger. Alors ça a été toute une histoire au sein, je ne sais pas si c'est le Parlement, c'est le... Qui a invité? Comment se fait-il qu'il... Vraiment, j'étais surpris, je me suis dit, j'ai compris maintenant comment on a réussi à nous diviser. Moi, je mets ça sur le dos des politiciens belges. Quand ils sont arrivés avec la colonisation, ils ont d'abord essayé de privilégier les Tutsis. Il faut dire que là, le pouvoir était aux mains des Tutsis, mais pas de tous les Tutsis. Ici, il y a une famille royale. Au Rwanda, il y avait aussi une famille royale. Donc, tous les Tutsis n'étaient pas des rois, n'étaient pas des descendants de rois. Donc, ils les ont d'abord privilégiés. Ils ont construit des écoles pour eux, où on devait élever éduquer que les enfants Tutsis pour qu'ils les aident dans l'administration et tout et tout. Et puis, à un moment donné, quand ça a commencé à essayer de revendiquer l'indépendance et tout ça, ils ont fait un virage à 360 degrés. Ils ont, cette fois-ci, commencé à privilégier les Hutus, à essayer de les aider pour qu'ils revendiquent le droit et tout et tout. Moi, je me dis, les injustices, il y avait comme il y en a même ici où on est dans un état démocratique, et ça ne touchait pas que les Hutus, ça touchait tout le monde. Un peu, donc là, ils ont fomenté une idée de révolution, mais une révolution qui ne vient pas des entrailles de ceux qui vont se révolter. Pour moi, c'était pas une révolution. Je compare à la Révolution française. Il y a eu des morts, beaucoup de morts. Mais après, progressivement, les choses ont changé. Chez nous, dans notre pays, on parle de révolution, mais on devait révolutionner cette mentalité de clientélisme et de faire recours aux autorités. Ça, c'est resté jusqu'à maintenant. Donc, c'est le résultat de ça qui a conduit au génocide. Si on vous dit d'aller tuer votre voisin, très peu de gens se sont donné la peine de se demander pourquoi je dois le tuer. Donc on obéit, sinon on risque, je ne sais pas, ne serait-ce que de perdre les faveurs. Mais la séparation qu'il y a entre la Flandre d'un côté et la Wallonie d'un côté. Or, chez nous, on vit ensemble. Il n'y a pas de Hutuland, il n'y a pas de Tutsiland. On est tous, ici il y a un Hutu, il y a un voisin Tutsi. On est tous mêlés. Il y a même eu des mariages mixtes. Je ne sais pas, je n'ai pas fait les statistiques, mais il y en a quand même eu. Ce qui fait que
pour moi, chacun qui a tué a sa propre responsabilité. Mais il y a eu un catalyseur, c'est la Belgique.